Bonjour à tous. Merci au comité d'organisation de m'avoir invité aujourd'hui pour parler des IPA. Donc là, on ne parle pas de bière, mais on parle bien des infirmières en pratique avancée et en transplantation d'organes pédiatriques. Donc moi, je travaille au 16e étage dans le service du professeur Reynaud à la Timone à Marseille. On va refaire un point rapidement sur ce que c'est que l'IPA, cette nouvelle profession, donc les textes de loi et dans quel contexte cette profession est née, les missions et compétences acquises pendant cette formation. Après, je vais vous dire rapidement ce que je fais, moi, de mon travail au quotidien. Je vous parlerai du protocole de coopération qui explique en fait ma présence aujourd'hui, parce que si on parle de la transplantation rénale, j'ai peut-être pas ma place ici. Et puis, je conclurai. Donc pour commencer, l'IPA, c'est un rôle qui existe depuis nombreuses années aux États-Unis, au Canada, depuis plus de 30 ans. En 2008, on disait que les infirmières en pratique avancée, c'était des infirmières qui avaient des connaissances théoriques et un savoir-faire aux prises de décision complexes, avec des compétences cliniques importantes qui étaient à la base dévouées aux médecins. Et en 2016 apparaît du coup lors de la loi de modernisation du système de santé l'idée de créer les postes d'IPA avec le vieillissement de la population, avec l'augmentation des pathologies chroniques, les problèmes de déserts médicaux. On commence à réfléchir du coup à la création d'un nouveau poste intermédiaire. En 2018 apparaissent enfin les premiers textes de loi avec les décrets qui permettent de décrire les compétences et la formation de ces infirmières en pratique avancée. Donc la formation, c'est 2 ans, on retourne à la fac, c'est un grade master qui se passe du coup première année en tronc commun, où on fait de la clinique, on revoit tous les examens, les paracliniques, on fait de la physiopathologie, de la science clinique infirmière, de la déontologie, de l'éthique, de la recherche médicale et paramédicale. En 2e année, on choisit parmi, à l'époque, 3 mentions, maintenant ça a évolué, et du coup on se spécialise sur une 2e année où là on fait des stages spécifiques pour apprendre tout ce qui est examen clinique auprès des externes, des internes et des médecins. En 2019, voit le jour d'une 4e mention, dont je vais vous parler, du coup, c'est la mention de psychologie, santé mentale. Et en 2021, 5e mention, urgence. Entre-temps, le poste évolue, les remboursements des actes évoluent aussi. On a enfin une grille salariale. En 2022, apparaît la loi RIST, où on parle du coup d'accès direct aux infirmières en pratique avancée, de la primo-prescription. On commence à avoir du coup une prime d'IPA, AMPA, c'est les assistants médicaux en pratique avancée. Ça reste une prime. Le salaire, du coup, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais c'est un autre sujet à débattre. En 2025, donc tout récemment, est voté l'accès direct aux IPA, dans certaines conditions, toujours dans un exercice coordonné avec un médecin et un retour immédiat en post-consultation au médecin. Primo-prescription généralisée, on n'a pas encore la liste des médicaments pour lesquels on aura le droit à une primo-prescription. On parle alors de la fin du protocole d'organisation. Protocole d'organisation, c'était le protocole qui nécessitait une signature avec un médecin. Le médecin nous confiait ses patients. Là, avec l'accès direct du patient à l'IPA, il n'y a plus cette notion du patient confié. Et du coup, c'est un suivi en alternance qui peut continuer par contre, et un rôle élargi pour les IPA. Les responsabilités des IPA, du coup, les compétences acquises pendant ces 2 ans de formation, donc c'est de l'évaluation clinique qui permet de faire de l'examen clinique, de prescrire, de faire du dépistage et de prescrire des examens paracliniques quand il est nécessaire, de la lecture de bilan, de l'évaluation des besoins en santé, de l'adaptation des thérapeutiques quand c'est nécessaire. Nous avons aussi un rôle de leadership clinique avec le fait d'être référent dans notre domaine au sein de nos équipes, un lien avec les paramédicaux aussi
du coup un lien de collaboration avec nos collègues paramédicaux, les médicaux, mais aussi en ville avec les pharmacies, en pédiatrie avec les écoles, les infirmiers libéraux et toutes les personnes qui gravitent autour des patients malades chroniques. On a un volet recherche aussi, avec une possibilité de faire de la recherche paramédicale, de la guidance, du coaching, des interventions lors de congrès, des interventions à la fac sur des cours aux étudiants IPA, aux étudiants infirmiers, aux étudiants puères. Et puis on a un rôle éthique avec des invitations lors de réunions, de concertations sur la prise en charge des patients. Comme je disais tout à l'heure, du coup actuellement il existe 5 mentions. La première mention c'est pathologie chronique stabilisée, PCS. Ça va être de la neuro, de la cardio, de l'endocrino et le dernier, et la pneumo. Voilà, merci. Le deuxième, c'est onco-hémato. Le troisième, c'est maladie rénale chronique, dialyse et transplantation rénale. C'est la formation que j'ai faite. Psychiatrie, santé mentale, médecine d'urgence. Et tout récemment, va probablement voir le jour 3 nouvelles mentions avec la validation de la loi infirmière, où il va y avoir des IPA dans les services de protection maternelle infantile, dans la santé scolaire et l'aide sociale à l'enfance. Donc pourquoi moi je viens là aujourd'hui ? C'est qu'en fait dans le plan greffe 2022-2026, il était question de créer des infirmières de pratique avancée en transplantation d'organes et en prélèvement pour améliorer le parcours du patient dans la greffe. En 2023, en octobre 2023, quand ils sont réunis, le comité national pour le plan greffe, voyant qu'en fait le déploiement des infirmières en pratique avancée reste très compliqué, la formation reste longue, il est encore difficile d'être remplacé sur nos terrains d'exercice, il est encore difficile d'être financé. Du coup, ils ont pris la décision de créer des protocoles de coopération qui vont permettre en fait de faire de la délégation de tâches pour les professionnels des infirmières de pratique avancée. Donc moi, mon rôle actuellement en tant qu'infirmière en pratique avancée en transplantation d'organes pédiatriques dans le service, donc c'est un service multidisciplinaire où on fait de l'endocrino, de la gastro, hépato, néphrologie, nutrition parentérale, entérale, un secteur de transplantation d'organes. On a, concernant la transplantation d'organes, une cohorte de patients de 160 enfants, à peu près 83 en greffe hépatique, 52 en greffe rénale, si je parle vraiment de ceux dont je m'occupe. Qu'est-ce que je fais au quotidien ? Du coup, la transplantation d'organes, ça permet en fait de switcher d'une maladie au pronostic, une maladie chronique au pronostic sombre, voire morbide, contre une maladie chronique avec une excellente survie au long cours, mais qui demande un suivi attentif lié au risque de rejet, qui demande une prise en charge du handicap et une nécessité d'intégration sociale et scolaire de ces enfants. Dont ils ont une prise en charge spécifique dans la maladie chronique de ces enfants. Qu'est-ce que je fais ? Du coup, j'interviens en pré-greffe sur tout le parcours du pré-greffe avec l'organisation des bilans pré-greffe, les réunions de concertation pluriprofessionnelles, l'éducation auprès du patient. En post-greffe, je vais faire toute l'éducation du patient. Et puis après, pour ce qui concerne la transplantation rénale, actuellement, je suis en autonomie, en alternance avec les néphrologues, les patients en consultation, 1 mois sur 2. J'aide aussi à l'amélioration des protocoles de soins en faisant de la recherche paramédicale. J'aide à la fluidification du parcours du patient parce que du coup, je fais partie maintenant de l'équipe et du coup, j'ai un autre rôle référent et les parents m'appellent régulièrement quand ils ont des questions médicales ou paramédicales. Qu'est-ce qu'on met en place en consultation ? Du coup, je fais des préventions des maladies cardiovasculaires, le suivi régulier des vaccinations extrêmement importantes dans ces maladies chroniques.
On met en place une surveillance rigoureuse sur les paramètres vitaux, sur le développement staturopondéral de ces enfants. Et je réoriente au besoin vers les professionnels nécessaires en cas de décompensation des patients. Et puis, il y a aussi une grosse part de la prise en compte de l'intégration sociale de ces patients qui sont hospitalisés au long cours et qui peuvent avoir des retards importants au niveau de l'école. Et du coup, je fais des interventions dans les centres scolaires aux besoins et à la demande des patients. Donc, qu'est-ce que c'est que ce protocole de coopération qui me permet d'exercer en greffe hépatique ? Donc ce protocole de coopération, c'est un transfert de tâches ou d'activités de soins qui était à la base à titre dérogatoire et à l'initiative d'autres professionnels, parce que c'est des missions qui sont normalement attraites à d'autres professionnels. L'objectif de ce protocole de coopération, c'est d'optimiser la prise en charge de ces patients en attente et greffés, pour à l'exemple de ce que je fais en transplantation rénale, on puisse le faire en transplantation hépatique, de manière à améliorer le parcours du patient et anticiper au mieux les complications de l'immunosuppression. Ça a un point positif pour le patient parce que ça raccourcit les délais d'accès à leurs soins, ça renforce leur sécurité, ça permet, parce que du coup je récupère les bilans, je réponds au téléphone et aux questions des patients et je réoriente aux besoins. Ça permet aussi de donner une information aux patients parce que j'ai des temps de consultation qui sont plus longs. Pour les délégants, ça permet d'avoir une libération de leur temps médical pour des consultations plus complexes. Et puis ça permet de fidéliser aussi les paramédicaux en leur donnant plus de compétences. Et pour le délégué, du coup, en effet, ça agit sur l'attractivité du métier et ça nous développe des nouvelles compétences et une reconnaissance dans l'expertise de notre métier. Pour exemple, du coup, en transplantation hépatique, le parcours, du coup, je verrai en consultation d'annonce, comme c'est écrit avec le médecin. J'expliquerai le parcours de la greffe, j'aiderai à l'inscription en liste, je participerai au protocole de conduite à tenir en cas d'appel de greffe et le protocole d'immunosuppression, éducation thérapeutique, les visites en hôpital de jour et puis après je ferai le point avec les pathologues. Je participerai aux consultations de suivi en alternance avec les pathologues et je ferai les bilans annuels de greffe. Là, c'est simplement juste un exemple pour finir de l'arbre décisionnel, parce qu'un protocole de coopération, c'est quelque chose qui est long à faire, où tout est détaillé. Et donc, par exemple, il y a plein d'arbres décisionnels. Ça, c'est pour le bilan biologique. En consultation, on détaille qu'il faut rechercher les symptômes, en étant bien les symptômes qu'on recherche, et quels sont les critères d'alerte qui font qu'il faut que j'appelle mon référent et savoir si je peux continuer la prise en charge ou pas. Donc, en conclusion, l'IPA, ça permet de maintenir le niveau d'expertise tout en élargissant nos moyens d'accès aux soins. Ça permet donc de fluidifier du parcours du patient. Ça aide à l'éducation thérapeutique pour améliorer l'observance des patients. On n'oublie pas qu'on fait une prise en charge holistique, donc il y a un soutien social qui est important. Le protocole de coopération, à défaut de pouvoir avoir une IPA en hépato, ça permet quand même d'avoir des nouvelles compétences pour les paramètres, de libérer le temps médical, mais ça reste une solution qui n'est pas forcément durable. Mais en attendant, c'est mieux que rien. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Est-ce qu'on a la place pour une question ? En tout cas, ça donne envie d'en avoir dans notre service. Merci beaucoup. Ah, il y a une question. Rapide. S'il vous plaît. Rapide, puisque Oui. Camille a dit non. Ah, pardon, je n'ai pas vu. Oui, merci beaucoup. Donc, du coup, vous avez le statut d'IPA, mais il n'y a pas encore les décrets qui définissent les champs d'action d'IPA. Il faut ce protocole de délégation pour que vous puissiez travailler comme ça. En fait, ma question, elle était, et la reconnaissance, et sur le plan financier, elle existe ? Point d'interrogation. Alors moi, je suis IPA en transplantation rénale, donc j'ai cette fonction d'IPA.
Et en plus, malheureusement, pour travailler en transplantation hépatique, j'ai besoin de ce protocole de coopération pour le moment. Et après les protocoles de coopération, il y a aussi une revalorisation financière qui est moindre, mais qui permet quand même qu'il y ait cette reconnaissance. Merci.